Je voudrais vraiment vous remercier, toute l'équipe et en tout cas aussi à la fois l'équipe scientifique, mais technique, hein, par rapport à la qualité du travail que de la lors de cette manifestation que vous nous offrez. C'est un peu un cocktail de fin d'année qui n'était pas du tout prévu ou en tout cas qui se déroule par rapport à ces conditions de confinement et c'est pour nous une opportunité de vous rencontrer et on espère sur les mois à venir, peut-être travailler autrement et poursuivre ce travail autour de ces problématiques de l'inaction. Merci beaucoup en tout cas. Vous avez donc assisté à la conférence de Marc Durand sur la première journée et je crois que les travaux que je vais présenter ici sont dans la veine des perspectives de Marc Durand. Donc bien sûr, il y aura des éléments qui vont vous sembler identiques, mais je ne reprendrai pas toute la partie théorique qui a été largement développée. Et en plus, je crois que Germain Poisa, juste après, va pouvoir revenir sur des concepts. En fait, ma partie, elle est vraiment ici illustrative du potentiel de formation de ce programme de recherche dans une perspective d'interface. Et je me permets de dire 2 mots sur mon Institut français de l'éducation. Je suis depuis quelque temps directeur de cet institut. C'est un institut d'interface qui n'est pas un institut de recherche, mais un institut d'accompagnement des politiques éducatives, d'accompagnement des formateurs, d'enseignants, des inspecteurs. C'est un lieu où on s'intéresse à la médiatisation, à l'interface entre la recherche, mais aussi les pratiques professionnelles. Et on essaye de faire en sorte de faire circuler les savoirs. Et en fait, la présentation que je vais vous présenter aujourd'hui, elle est assez dans cette phase-là, où j'essaye à la fois de mobiliser des cadres depuis ma thèse avec Marc Durand dans les années 2000, sur du cours d'action en utilisant peut-être de manière un peu extrême cette notion de monde propre, le monde propre des débutants pour partir à partir de cette approche phénoménologique et expérientielle pour à la fois comprendre ce qui se joue dans leur monde et proposer des dispositifs de formation qui vont pouvoir les accompagner à partir de ces connaissances-là. Et j'aimerais que je vais reprendre une petite, un trait d'humour de Marc. En tout cas, c'était sérieux quand il le disait. Moi, je vais en faire quelque chose de moins sérieux. C'est-à-dire que aujourd'hui, ma présentation, ce n'est pas de la recherche, mais ce n'est pas de la recherche. Et on est dans cette interface-là. Et ce n'est pas non plus directement euh, des questions pratiques, mais ce n'est pas des questions pratiques. Et il me semble qu'ici, on essaye de jouer à l'interface, à la médiation des deux, et qu'on essaye de construire cet espace d'intelligibilité pour que la recherche nourrisse les pratiques éducatives ou les pratiques professionnelles. Alors, je, je vais vous proposer, là aussi j'ai été inspiré par Jules et Jim de la semaine dernière, je vais vous proposer ici 3 ambassadeurs. Alors je les appelle ambassadeurs, c'est-à-dire qu'ils ont pour moi une mission qu'on leur donne. Ce sont également des parangons, c'est-à-dire ici des exemples potentiels à suivre. Et ils sont pour moi des personnes, des acteurs qui ont été des volontaires pour participer à nos recherches et qui ont une mission. Ils représentent non pas des monstres prototypiques, mais des exemplaires tout à fait puissants pour pouvoir condenser en leur sein des problématiques et des caractéristiques typiques des débutants. Je vais ici m'appuyer sur trois ambassadeurs. Euh, Ce jeune Romain, qui est un enseignant débutant et qui débute sa carrière en France dans des établissements hétérogènes où il n'est pas si facile que ça d'enseigner, même pour les plus chevronnés, avec un décalage culturel. Il n'a pas forcément les codes pour pouvoir intervenir de manière efficace par rapport à des populations hétérogènes. Avec ce verbatim que je retiens ici comme un peu iconique ou référence, vous ne faites pas les élèves, je ne fais pas le prof. Et à partir de là, vous imaginez des problèmes de débutants, c'est le choc de la réalité, et ça va durer plusieurs mois. Je vais vous expliquer la suite dans les instants qui vont venir. Je voudrais ici, sur une autre plateforme, puisque je vais insister sur notre conception de plateforme pour accompagner ces débutants, un universitaire en milieu de carrière qui est directeur de sciences politiques à Lyon, directeur de son établissement et qui veut aussi, qui s'interroge sur sa façon d'être dans une situation obsédée ou focalisée sur ses contenus d'enseignement, notamment sur ce point 2.2 qui n'a pas beaucoup d'importance mais qui est assez emblématique de sa réduction du monde. Son monde propre à ce moment-là, c'est sa préoccupation première, c'est ce point 2.2
Et finalement, les étudiants, ces 300 étudiants en face de lui n'ont pas de prise sur ce moment-là particulier. Et pour lui, les étudiants, je les ai perdus, je suis focalisé sur mon cours et on voit ici de manière assez emblématique toutes les difficultés des étudiants, tout le décrochage universitaire et comment des universitaires de haut niveau sont obligés, à un moment donné, de sortir de leur zone de confort pour pouvoir s'interroger sur de nouvelles modalités d'intervention. Ici, bien sûr, hein, une pédagogie plus interactive, même en amphithéâtre. Et puis, une chef d'établissement stagiaire qui est aussi sur ses premières expériences de leadership avec ce verbatim. Ça me stresse car je ne connais pas le contexte. J'essaye d'intervenir sans vouloir faire de l'ingérence et pour comprendre et apprendre en même temps. Il faut ici sauver la face par rapport à une situation qui est anxiogène, qui est incertaine, avec une enquête à faire pour essayer de comprendre ce qui se joue et apprendre de la situation professionnelle. Ces trois ambassadeurs, pour moi, sont trois acteurs typiques de ses débuts dans le métier en formation initiale, mais aussi en formation continue, puisqu'on est avec la troisième personne sur un deuxième métier après avoir été enseignante. Et je voudrais en faire un peu des représentants typiques du travail qu'on essaye de mener à l'IFE sur l'accompagnement des enseignants, des universitaires, mais aussi des chefs d'établissement ou des inspecteurs débutants. Alors, pour revenir sur quelques éléments théoriques, mais qui vont pas du tout occuper, je vais vraiment essayer de rentrer dans le détail de notre conception de ressources à partir d'observatoires. On est aussi sur cette perspective où on est sur des couplages acteurs-environnement, et j'insiste aussi sur cette notion de situation, hein, cet environnement qui est expériencié en première personne. Et c'est tout à fait essentiel pour nous, systématiquement, d'insister, de se focaliser sur le primat intrinsèque en première personne pour comprendre ce que la personne vit, éprouve, ressent, perçoit. J'ai fait des enseignants débutants sur cette enveloppe perceptive, sensible, avec des préoccupations dans des situations critiques. Et il me semblait que c'était des nœuds expérientiels tout à fait intéressants à repérer pour comprendre ce qui se jouait à ce niveau-là. Partir des débutants et partir du monde phénoménal des débutants. Une entrée par l'activité avec toujours ces écarts entre le prescrit et le réel. Dans les trois situations que j'ai proposées juste avant, nous voyons qu'il serait possible de repérer à la fois ce qui pourrait être envisagé de l'ordre de la prescription par l'État, le gouvernement, par rapport à ces métiers d'éducation, mais également les différentiels, la différence, l'activité réelle et des fois les écarts assez importants de ces jeunes enseignants qui, pour faire leur métier, s'écartent des prescriptions, quitte à renormaliser leur métier et à adopter des compromis provisoires par rapport à ce qu'il serait demandé par des inspecteurs, par exemple. Cette entrée cours d'action, c'est une entrée activité où pour moi l'inaction permet, je reprends des termes ici de Jacques Theroux, de modéliser à un instant donné un ensemble organisé de phénomènes, de catégories de phénomènes qui sont documentables. Et bien sûr, dans l'observatoire et dans l'analyse des données que l'on effectue, nous décomposons cette activité significative en signes hexadiques et on essaye de comprendre la dynamique de transformation de la signification, hein, cette sémiosis en mouvement, où on est à la fois intéressé par la fluctuation des émotions, l'enchâssement des préoccupations, mais aussi des constructions de connaissances validées, invalidées dans l'action au gré des événements. Nous insisterons aussi dans cette présentation, où j'insisterai sur la notion d'activité singulière et typique, hein, en essayant de revenir sur cette notion de prototype, hein, qui nous sert en tout cas à impulser des dynamiques de formation. Et puis, régulièrement, je mobilise ou j'emprunte à Bernard Lahire, dans une approche plutôt inactive, hein, bien sûr, que piagétienne, la notion de disposition à agir comme régularité, disposition régulière, à percevoir, à agir, à décider dans une situation professionnelle. Je trouve qu'ici, ça peut être ici un paradoxe, mais même si nous sommes dans des couplages hic et nunc avec des couplages qui sont liés à des circonstances particulières, nous essayons dans nos laboratoires de repérer de la régularité, de la constance, et nous pouvons comme ceci aussi décrire des tendances typiques ou des dispositions à agir typiques des débutants dans des situations, par exemple, difficiles de mise au travail des élèves. Cela pose des questions importantes et ça renouvelle en tout cas les questions de développement professionnel et d'apprentissage. Vous le verrez, j'espère, au fur et à mesure de cet exposé. Alors,
Je ne vais pas non plus être trop bavard sur cette diapositive, mais je suis dans une perspective de vidéo formation où on va s'intéresser donc, on va saisir des traces de l'activité. Le but n'étant pas du tout d'être dans une, capture exhaustive, si tant est que cela puisse apparaître, de l'action, mais ce sont plutôt des traces d'activité telles que Marc Durand les a évoquées la semaine dernière. Et c'est à partir de ces traces d'activité qu'on déploie donc des entretiens, de remise en situation pour faire en sorte que l'acteur soit de nouveau en présence, de la situation qu'il a pu vivre quelques minutes avant ou quelques heures avant, voire quelques jours avant, et que énacte de nouveau l'expérience vécue avec bien sûr des transformations de cette expérience. On n'est pas dans une réplique identique de cette expérience-là. Mais en tout cas, c'est un moyen très puissant puisque pour nous, c'est un matériau en tout cas dynamique, avec une structure d'écoulement, la vidéo, qui est très proche de notre conscience humaine et on voit cette capacité nous-mêmes à nous synchroniser facilement lors d'un bon film. Je ne parle pas forcément de Jules et Jim, mais où on se met dans la peau des acteurs, on s'immerge dans le monde d'autrui et on peut réinterpréter sa vie, ces histoires sentimentales à l'aune d'acteurs qui sont ici et qui jouent ici le rôle de perturbateur de notre propre conscience. Et il me semble que c'est en tout cas un matériau qui est très puissant à ce niveau-là. C'est une technologie mémorielle, rétentionnelle, selon Stigler, qui favorise cet engagement ou ce réengagement. J'insiste sur ces termes-là. Nous travaillons beaucoup sur des moments d'allo-confrontation, où on confronte un pair à l'activité d'un tiers, mais également de réengagement par rapport à une réémergence qui peut s'effectuer à la suite de l'action. Et puis, c'est un support privilégié et de plus en plus, et ça, j'ai en tout cas cette spécialité en France avec d'autres, nous travaillons de plus en plus sur des traces d'activité, traces de smartphone, des photos, des bandes sonores, etc., pour pouvoir faire en sorte de mener des enquêtes à partir de ces éléments-là. C'est assez pratique aussi par rapport à des problèmes d'autorisation, d'immersion dans les établissements. Dans certains cas, dans des pays dans lesquels je travaille, en Équateur, il n'y a pas forcément autant d'établissements que ceci à 3000 mètres d'altitude. Donc, ces vidéothèques sont vraiment des corpus très importants en formation initiale. Et puis, comme on a pu en tout cas l'observer et le décrire avec Simon Flandin ou Serge Leblanc, on observe des processus immersifs, empathiques, sympathiques, compassionnels, mimétiques, fictionnels. Et là aussi, on voit qu'il y a la construction de connaissances professionnelles en frayant ou en tout cas en prenant l'activité d'autrui pour sa propre activité, avec des comparaisons ou des différences qui s'effectuent, qui peuvent être complètement tacites ou implicites, ou au contraire travaillées en formation de manière plus explicite. Je vais trop vite, je vais peut-être aller un peu moins vite pour cette partie qui était un petit peu technique. J'aimerais ici développer, on est nombreux à le faire, mais je le fais à ma façon. J'avais déjà utilisé ces termes en 2006 lors de mon habilitation à diriger des recherches. La notion d'observatoire, laboratoire et conservatoire. Donc, c'est ces termes qu'on voit souvent apparaître. Pour moi, ici, l'observatoire, alors ce qui pourrait se rapprocher de l'observatoire de Jacques Thoreau sur le cours d'action, on est sur un protocole méthodologique qui est étayé par des présupposés théoriques, par un programme de recherche. Et bien sûr que la focale qui est la mienne dans ces situations d'observation des classes ou des enseignants dans leur classe est directement liée à des questions de recherche, à des hypothèses sur la professionnalité en construction de ces enseignants débutants. Et je suis dans une approche qui va être compréhensive, où on est plutôt dans une forme de neutralité pour comprendre les événements. Mais bien sûr que ce n'est jamais une neutralité totale, puisque nous sommes en présence d'élèves avec potentiellement des perturbations, même si on essaie de les minimiser. Mais en même temps, bien sûr, lorsque j'éteins la caméra ou lorsque je finis à l'entretien d'autoconfrontation, je prends du temps avec les enseignants débutants s'il faut les aider, s'ils demandent un certain nombre, en tout cas s'ils demandent un certain nombre de conseils par rapport à des situations qu'ils vivent très mal. Là, j'ai une forme d'éthique pour à la fois être observateur, mais aussi être accompagnateur si nécessaire. Bien sûr que mon intervention va jouer sur leur développement professionnel potentiellement, même si il faut être très modeste par rapport à ça. Mais il me semble que ça fait partie de notre engagement en tant que chercheur. C'est vraiment des observations aussi avec des humains
qui acceptent d'ouvrir la classe, de montrer leurs difficultés. Et bien sûr qu'il y a ici une sorte de collaboration gagnant-gagnant, en tout cas, sur lequel on est quand même très sensible par rapport à cette aide et cette solidarité. À partir de là, nous construisons des interprétations des activités observées et nous publions un certain nombre, bien sûr, en tout cas de résultats de recherche. Ce que j'appellerais ici laboratoire, c'est plutôt un protocole qui va être cette fois-ci beaucoup plus collaboratif d'aide aux transformations des activités d'enseignants volontaires. Alors, pour les trois cas de figure que vous avez vus juste avant, le jeune Romain, j'étais plus dans une approche d'observatoire, puisque j'ai observé Romain, mais j'ai dû observer une centaine d'enseignants débutants dans les mêmes circonstances. La notion de laboratoire, c'est plus le cas de cet universitaire qui accepte à un moment donné de remettre en cause sa propre activité en amphithéâtre, sa façon d'intervenir, et qui fait appel à notre équipe. Et avec lui, chemin faisant, on essaye de transformer ses activités en l'accompagnant, en lui proposant un certain nombre de scénarisations, de configurations d'activités, et en essayant systématiquement d'avoir un entretien avec lui, mais aussi avec ses étudiants pour comprendre les effets générés d'une telle situation. Et donc ici, j'ai joué sur les mots, ça va être intraduisible pour mes collègues interprètes, c'est en fait prendre le temps d'analyser l'activité, de faire et défaire l'activité, donc de faire et défaire le faire, pour s'approprier des nouvelles façons de faire et se construire chemin faisant en reprenant ici la dynamique constructive et productive qui a été évoquée la semaine dernière déjà. On est dans une approche cette fois-ci qui est expérientielle, transformative, et on est plutôt avec des collègues qui sont volontaires pour cela et qui acceptent de finalement cette expérimentation sur leur activité dans des conditions bien sûr bienveillantes, éthiques et constructives, et jamais surplombantes et critiques par rapport à leur activité. On est donc dans une sorte, forme de modélisation ici. On peut, à l'issue de ce laboratoire, au-delà des effets générés sur la pratique de la personne qui a accepté cette expérimentation, on peut modéliser ces transformations et faire en sorte que ces transformations deviennent des ressources possibles, alors on va dire dans notre jargon capacitantes, favorisant la capacité pour d'autres personnes en formation initiale. Et bien sûr qu'il est important d'identifier les conditions qui sont favorables par rapport aux situations même et aux activités qu'on va pouvoir montrer. Et puis cette notion de conservatoire, j'en fais plutôt ici des protocoles de scénarisation de l'ensemble des matériaux que l'on obtient sur les activités typiques, critiques. Je vais revenir plusieurs fois sur cette notion-là. Il me semble ici que c'est bien sûr, il s'agit de stocker, mais pas stocker dans le désordre. Et je crois qu'ici, en tout cas, les Néopass Action, hein, qui correspond à 1300 vidéos qui ont été organisées avec une forme de cohérence au niveau de la scénarisation, je vais vous en parler juste après. Ce sont des corpus qui favorisent à la fois une réflexion, qui sont à la fois des corpus qui pourraient être une mémoire, un conservatoire des arts et métiers, mais qui est aussi une façon de reconsidérer l'activité, d'avoir des référentiels métiers, mais aussi peut-être euh, de produire de nouvelles façons de voir le métier. Et on peut imaginer que ça soit aussi un lieu de conservation de nouvelles émergences par rapport aux situations que vivent les enseignants et qui transforment régulièrement le métier malgré une forme de conservatisme. Alors, si j'avais à résumer sur ces deux diapositives, je dirais que d'un côté, on pourrait très bien être sur une observation, un observatoire avec une forme de neutralité pour produire des éléments conservatoires. C'est ce qu'on a pu faire dans certaines situations. On est plutôt sur la dimension productive de l'activité humaine, où on va s'intéresser au faire, aux activités efficaces, bien sûr en essayant d'identifier des activités efficaces par rapport à d'autres qui le sont moins. On n'est pas forcément dans une perspective des très bonnes pratiques, mais on est sur des perspectives médianes. Entre le débutant et l'expert, il y a des pratiques provisoires, transitoires, qui nous semblent être intéressantes de montrer. Et puis, si on est sur un laboratoire, à la médiation entre l'observatoire et le conservatoire, on peut être également sur la dimension productive pour montrer des activités, mais on peut être aussi sur cette dimension constructive. Et le fait de montrer des collègues en train de découdre leur activité, euh, de l'analyser, de la décrypter, de voir les avantages et les inconvénients, de voir leurs petits pas
dans la façon d'être de nouveaux débutants, ce sont des matériaux qui sont très riches et qui peuvent être aussi des matériaux qu'on va pouvoir mettre en avant dans le conservatoire. J'insiste sur le fait, je vais dire avec une phrase plus simple, de comprendre et de décrire le développement professionnel ou la transformation de l'activité d'un enseignant débutant, c'est totalement stimulant pour la formation d'autres débutants qui n'y voient pas une activité qui serait une activité dégradée ou une activité critique qui pourrait leur faire peur, mais qui voient une ouverture des possibles avec une transformation optimiste de leur propre situation d'apprentissage, enfin, de leur propre situation professionnelle. Alors, dans cette approche, en termes de couplage, hein, j'ai insisté tout à l'heure sur ce monde propre, avec toujours cette perspective asymétrique hein, d'un acteur à un environnement expériencié. La situation qui est la nôtre est un peu plus complexe parce que, bien sûr, c'est un débutant face à sa situation de classe. Par expérience, les enseignants débutants jouent le jeu très facilement et sont capables, lorsque nous avons enlevé notre casquette de formateur et d'inspecteur, si tant est qu'on serait ou qu'on pourrait donner l'impression de l'être, vont accepter de rentrer dans les détails. J'ai souvent des débutants qui ont la voix chevrotante, pleine d'émotions, et puis même aussi des inspecteurs ou d'autres qui sont tout à fait, qui se livrent de manière sans filtre, sans vigilance. Bien sûr qu'après, lorsqu'on on a en tête le fait que ces vidéos peuvent servir pour une ressource ou pour une plateforme, il va falloir qu'avec eux, on montre exactement ce qu'on voudrait utiliser pour la plateforme et qu'on ait un contrat très clair pour qu'ils sélectionnent les vidéos et qu'on soit d'accord sur ce qu'on peut donner à voir. Donc là, il y a besoin d'avoir cette confiance, cette authenticité. Et bien sûr, il y a une collaboration éthique très claire pour que les personnes contrôlent tout le temps leurs images et parfois refusent, voire suppriment des vidéos s'ils considèrent que ce n'est pas, ça m'est jamais arrivé, mais on peut imaginer à chaque fois qu'on supprime et que même lorsqu'on est sur une plateforme depuis quelques années, on demande la suppression de toutes les vidéos, ce qui nous est jamais arrivé. Il me semble ici que le chercheur est aussi un formateur et que forcément, dans les questions que je vais poser à cette débutante, je vais avoir un adressage par rapport aux formations que je vais pouvoir prévoir. Et donc, quelque part, le tiers exclu ou le tiers invisible de la situation même d'entretien, dans ce couplage ici, hein, et c'est bien sûr, ces enseignants débutants qui sont potentiellement en formation et donc là, bien sûr qu'il y a une orientation. Faire de la recherche à des fins de formation, heu, génère peut-être des transformations même de la visée de chercheur et en tout cas, j'assume ce point de vue-là. Alors, là, c'est simplement un catalogue, mais je vais essayer d'être un peu critique par rapport à notre travail, mais pour vous montrer un peu l'historique qui date maintenant d'une dizaine d'années. Cette, plateforme de formation sur l'enseignement scolaire premier er second degré qui est utilisée par une quinzaine de pays maintenant dans la francophonie et plus largement avec, des traductions, vous allez voir, en Équateur, en tout cas, ils sont en train de construire un néopass en Équateur. C'est assez intéressant de voir également cette diversité-là, Amérique du Sud. C'est vraiment, former, les débutants à partir du travail réel, des activités réelles, alors qu'il y a 10 ans, la vidéo formation était quasiment exclue en France. Il était quasiment impossible d'imaginer qu'on puisse faire de la formation à partir des difficultés réelles de métier et qu'on était toujours en France dans une sorte de bonne pratique, pour montrer la norme ou la norme exceptionnelle sans jamais partir des débutants, avec, une culpabilisation extrême de ces débutants en grande difficulté et avec des formateurs qui aussi, revenaient sur des expériences vécues dans leurs propres établissements quelques années avant ou quelques décennies avant, sans savoir comment s'était transformé le travail et quel était le travail réel de ces débutants dans des situations, relativement difficiles. Heu, 2017, la grande nouveauté de Néopass Sup pour l'enseignement du supérieur, c'est vraiment d'avoir mis systématiquement en synchrone l'activité des enseignants et l'activité de leurs étudiants, pour comprendre à la fois les phases, les divergences, les convergences des activités pour comprendre à chaque fois ce que génère l'activité de l'enseignant sur celle des élèves, des étudiants et inversement. Dans la première plateforme, par souci méthodologique, éthique, nous n'avions pas pris en compte ou nous n'avions pas exploré en tout cas l'expérience des élèves
Et ça nous a été beaucoup reproché puisque effectivement, c'était focalisé sur le monde des débutants, mais en ayant bien sûr des images des élèves, mais sans avoir le point de vue des élèves dans la situation. 7 ans après, on a fait donc vraiment cette correction, me semble-t-il, dans le programme, pour arriver à générer cette confrontation avec des moments de forte convergence et des moments de forte divergence. Et puis, vous l'imaginez, des moments de masquage des préoccupations à des fins personnelles, d'ennui, de stratégie d'évitement, etc. Donc, nous travaillons sur l'international. Je ne vais pas en dire beaucoup plus que vous présenter cette belle présentation d'une plateforme avec des professeurs quechua. Et nous sommes en développement. Et si nous n'avions pas eu la pandémie, j'aurais déjà eu 1 ou 2 séjours chez eux pour pouvoir poursuivre ce travail où vraiment ça a été aussi un peu une révolution culturelle pour eux de filmer leurs activités, de commencer à travailler sur des traces d'activités, de faire des corpus qui pourraient servir à l'UNAE, c'est-à-dire l'Université nationale de l'éducation. Et c'est un dispositif qui est vraiment en partenariat avec l'IFE et c'est vraiment hyper intéressant et stimulant. Nous avons le même partenariat en Belgique, avec également une ressource complète hein, sur les enseignants stagiaires à Bruxelles qui partent de l'activité réelle et qui travaillent en tout cas sur ce développement d'une culture d'analyse de l'activité à partir des traces de l'activité. Je vais passer, on a fait également une plateforme sur le décrochage scolaire, sur les étudiants, et puis maintenant donc cette nouvelle plateforme qui est pas achevée pour 2021 sur l'accompagnement des cadres, donc des inspecteurs débutants et des chefs d'établissement débutants. Et c'est assez exemplaire de partir des débutants du premier et second degré et de venir aux inspecteurs. Et ça, vous imaginez qu'en termes de culture, de montrer que même des inspecteurs peuvent apprendre. J'ai un peu d'ironie dans mes propos. J'avais encore un étudiant hier, professeur des écoles, qui me disait: «Ah mais c'est super si, à un moment donné, ces inspectleur ou ces chefs d'établissement, se remettent aussi en cause d'un point de vue professionnel et montrent qu'ils sont capables d'apprendre et montrent, de l'apprentissage, aussi à leur collectif ou en tout cas, aux équipes qu'ils pilotent». Alors, 2 éléments, c c'est à force d'observer dans ces observatoires avec, des centaines d'heures, d'observation d'enseignants débutants, nous avons pu repérer ces étalons, ces prototypes, qui ne reprennent pas l'exhaustivité ou l'entièreté, d'une propriété, d'une situation et des propriétés, des caractéristiques des élèves, mais ce sont des occurrences, je relis ça, qui sont plus ou moins typiques. Alors, l'étalon, c'est notre meilleur exemplaire, hein, j'ai parlé d'ambassadeur tout à l'heure. Et l'ensemble des cas qui peuvent être proposés sont des exemplaires qui sont plus ou moins lointains, qui sont plus ou moins éloignés. Il y a donc un gradient de proximité en fonction de cette référence, en fonction de ce prototype. Il me semble ici qu'on peut arriver à faire une forme de casuistique, d'étude de cas, avec des cas qui ont une force de typicité importante et d'autres cas qui sont plus à la périphérie. Et donc finalement, notre conception de la plateforme est itérative, oui, avec des régularités. On parle en France régulièrement de conception continuée dans l'usage. On conçoit notre plateforme à partir d'un certain nombre de feedbacks, des pratiques des usagers pour construire cet observatoire qui a duré par exemple 5 ans sur la première thématique de la mise au travail des élèves, avec ensuite on a choisi un certain nombre d'extraits vidéo qui étaient pour nous typiques et critiques du métier, de l'activité des débutants. C'était la deuxième phase. On a sélectionné un corpus et proposé ce corpus à des étudiants ou à des enseignants en stage ou en début de carrière pour faire des études, des effets de professionnalisation sur les stagiaires de la sélection de l'activité de Romain, par exemple, typique ou critique, pour ensuite scénariser notre interface en essayant d'avoir en tête régulièrement ces 3 critères. Un critère d'utilité par rapport à la formation, mais aussi directement par rapport à ces acteurs en situation d'enseignement. Une ressource utile doit être une ressource de formation qui les aide au quotidien et demain matin directement, vous voyez, pas forcément dans des temporalités très longues. Utilisable en termes d'appropriation, d'interface qui semble relativement intuitive, et là, bien sûr, il y aurait du travail à faire encore, et d'acceptabilité par rapport à un cadre de formation, par rapport à des valeurs,
et par rapport à des contrats de collaboration éthiques vis-à-vis de nos collègues qui ont accepté d'être contributeurs. Et dans le cas de Néopass Action, nous avons seulement tardivement proposé cette ressource à l'éducation nationale, donc au ministre, et il y a eu bien sûr des réactions assez véhémentes, assez difficiles, en disant que finalement, de montrer de l'activité qui n'était pas satisfaisante ou qui n'était pas acceptable, ça posait problème. Et nous, notre argumentation récurrente, c'était de dire qu'il fallait comprendre les enseignants débutants et les aider par ces activités provisoires à trouver des façons de faire, des compromis pour tendre vers un développement professionnel exigeant avec des formes provisoires d'activités qui n'étaient pas forcément satisfaisantes pour l'institution. Alors, une thèse de Simon Flandin qui maintenant travaille à l'Université de Genève a pu montrer vraiment quels étaient les atouts ou les caractéristiques les plus essentielles en termes d'effet de professionnalisation. La dimension développementale, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, montrer des transformations intra-individuelles, c'est-à-dire d'une même personne quelques mois après. Vous avez vu que Renaud, l'universitaire, et Romain, l'enseignant du secondaire, sont dans des processus de transformation qui sont des matériaux très stimulants pour nous. Mais aussi de montrer du développement professionnel sur des transformations inter-individuelles pour comprendre la régularité des activités typiques des débutants à une plus grande échelle. Ce sont vraiment les matériaux les plus stimulants sur nos plateformes en termes d'impact sur la professionnalisation en cours des personnes qui sont en formation. Une dimension propensionnelle qui corresponde à cette ouverture des possibles, à cette offre de points de vue très variés et complémentaires sur une même situation professionnelle. On est ici sur une sorte de conscience augmentée en essayant de comprendre le point de vue d'un débutant et de pairs qui sont également débutants, de comprendre le point de vue de plus expérimentés qui montrent que ce ne sont pas des problèmes seulement d'enseignants débutants, mais des problèmes de métier, des inspecteurs, mais aussi des chercheurs qui, par leur propre euh, analyse, par leur propre intelligibilité, éclairent la situation professionnelle autrement et offrent parfois des pistes de développement professionnel. Et puis, j'ai déjà dit tout à l'heure aussi sur cette notion de mise en regard des activités pour qu'on arrive à comprendre la situation d'enseignement-apprentissage du point de vue des enseignants, mais aussi du point de vue des apprenants. Là aussi, ce sont des matériaux très, très stimulants pour la formation. Donc, je repère ces trois éléments et je vais juste exemplariser sur l'activité enfin en tout cas sur cette première plateforme qui est maintenant un peu désuète au niveau des couleurs et de l'interface, parce qu'elle date déjà d'une dizaine d'années. Mais je vais vous montrer comment cette plateforme ici est, est organisée, structurée à partir de ces différents éléments, c'est-à-dire des éléments théoriques, mais aussi des éléments concernant les effets même de professionnalisation dans cette conception continuée dans l'usage. J'ai l'impression de parler tellement vite que je pense encore une fois aux interprètes, malheureusement, un peu en retard. Donc, le travail réel d'un débutant, c'est la situation de référence qui va en tout cas organiser tout le travail. C'est une situation réelle avec du chahut dans la classe, avec des fois beaucoup de compassion à voir cette première situation et ça peut être tout à fait contre-productif par rapport pour enrôler des, des futurs enseignants en formation, puisque ça peut faire peur. Donc, vous voyez ici toute la difficulté d'un formateur qui va devoir essayer de mettre en place un argumentaire pour rendre intelligible cette vidéo et comprendre comment on peut se sortir de ce genre de situation. Ça demande d'être vraiment formé à cette compétence à utiliser ces vidéos particulières, qui sont des vidéos réelles à des fins de formation et d'accompagnement des débutants. À partir de là, l'expérience en première personne. Vous retrouvez ici ce couplage acteur-environnement et les composantes du signe. C'est-à-dire dans la partie que l'on voit, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais en termes d'activité, d'analyse, si on va cliquer plus loin, on a quasiment les signes du cours d'action avec, ce n'est pas du signe hexadique, mais c'est du signe triadique où on voit les préoccupations, on voit les éléments perceptifs, les représentamènes, et on voit également les connaissances qui se construisent dans l'action. Donc vraiment, c'était
cette interface-là, là, même si elle est un peu complexe et pas toujours compréhensible par des débutants, c'était directement par rapport à ces éléments de recherche et un cadre sous-tendu qui était relativement présent ici. À partir de là, je m'intéressais, alors, ce que j'ai pas dit, c'est que c'est bien dans une même situation typique et critique. C'est-à-dire qu'en gros, tout le thème, c'est la mise au travail des élèves. Et donc, c'est à peu près une centaine de vidéos autour de cette mise au travail des élèves. Et vous voyez en haut, c'est une situation donc, qui est critique. Pourquoi je dis qu'elle est critique? Parce que dans l'ensemble de mon corpus, sur les 150-200 débutants avec qui j'ai travaillé, ils ont pointé ce moment comme très important, névralgique, très important par rapport à leur situation de travail. On le repère dans la littérature internationale. On peut donc trianguler à la fois notre corpus, la littérature internationale, mais aussi à chaque fois que nous faisions une formation, la communauté des débutants confirmait le caractère critique de la situation. À partir de là, cette approche développementale, on l'a ici organisée à deux niveaux. Dans un premier temps, petit a, donc c'est le 2A, les transformations d'un individu, les transformations singulières 6 mois plus tard. On voit donc ce jeune professeur en difficulté et 6 mois plus tard dans une transformation de son activité. Alors, ce n'est pas du tout magique. J'ai encore des questions de collègues sur, ces questions, sur cette transformation. C'est une transformation qui est lente, qui est par tâtonnement, une forme non pas linéaire, mais buissonnante, avec des explorations, des retours en arrière, des régressions, avec une opiniâtreté, une conviction qui va y arriver malgré tout. Et finalement, c'est très stimulant de comprendre cette transformation par la vidéo, sans avoir forcément au départ l'entretien, et ensuite en documentant les 10 ou 15 différences dans l'activité, dans la configuration d'activité, dans le comportement des élèves. En tout cas, c'est un très beau travail à faire en termes de comparaison et de compréhension de ce qui se joue dans cette transformation singulière d'activité. Et ensuite, transformation typique, c'est-à-dire qu'ici, nous avons une frise. Alors, elle n'est pas très visible et c'est une des difficultés de compréhension de cette plateforme. Et Simon Flandin nous a aidé en tout cas à transformer cette interface où on est sur les activités les moins maîtrisées, toujours sur le même thème, aux activités les plus maîtrisées. Et nous avons ici des conduites typiques ou des activités typiques de débutants. Et alors, ce qui perturbe, c'est qu'à chaque fois, c'est illustré par un autre débutant et ce n'est pas toujours Romain dans la situation, ce jeune professeur de départ. Et on voit comme ceci des transformations progressives, vous voyez, d'une mise à l'épreuve, et c'est en tout cas la dénomination de la première catégorie, à une attente interminable avec des moments très douloureux où des fois l'attente dure pendant 15 minutes avant de démarrer le cours, à des reprises en main de la classe, de l'écrit contrôle où on se sert de pratique écrite pour pouvoir recontrôler la classe, à des situations de plus en plus sophistiquées et de plus en plus maîtrisées. Donc en fait, d'ailleurs, Marc Durand parlait de pédagogie des trajectoires professionnelles. Donc là, il y a une sorte de chemin tracé, non pas simplement à l'aune, ou en tout cas en s'appuyant sur les matériaux d'un seul enseignant débutant, mais par rapport à un travail de comparaison interindividuelle. On est sur un corpus au départ qui n'était pas du tout ordonné, et on a créé, en reprenant ici Alain Pastré, euh, une variation ordonnée autour d'une même situation professionnelle. Des situations les moins maîtrisées aux situations les plus maîtrisées. Alors souvent, on me pose la question, Monsieur Ria, est-ce qu'il va falloir que je passe par toutes ces étapes? Est-ce que c'est un chemin linéaire à suivre ou au contraire, on peut imaginer que, en fonction des contextes, en fonction de sa propre expérience, en fonction bien sûr d'éléments qui ne sont pas forcément essentialistes, on peut aller plus vite et on peut éviter un certain nombre de choses trappes ou en tout cas d'obstacles par rapport à la situation. Et puis cette troisième approche que j'ai évoquée tout à l'heure, cette approche propensionnelle, où on est sur cette conscience augmentée, sur des entretiens à partir de l'entretien de Romain, du jeune enseignant ou de ses vidéos, où ce sont des débutants, des expérimentés, des chercheurs, des formateurs, des institutionnels, qui ici favorisent cette identification d'une culture d'action, de l'action des enseignants, d'une culture pragmatique, avec bien sûr beaucoup d'éléments qui sont des fois convergents, mais parfois divergents. Donc voilà ici, de manière un peu rapide et peut-être un peu complexe, identifier comment on peut s'intéresser au monde des débutants,
prendre au sérieux ce qui se joue dans leurs premières expériences, comprendre leur transformation, mais aussi progressivement généraliser ou en tout cas modéliser des tendances typiques qui permettent en tout cas d'en faire des matériaux pour la formation, formation initiale ou continue. Alors, et puis j'ai bientôt terminé, hein, je vais vraiment prendre du temps pour écouter vos questions et puis j'en dirai quelques mots après. C'est-à-dire qu'ici, dans NeoPass Cadre, qui est notre troisième ressource ou troisième plateforme en cours, euh, finalement, on s'est aperçu que sur les premières plateformes, on avait peut-être oublié, enfin, les formateurs, ou en tout cas les formateurs étaient des formateurs qui ont découvert très tardivement la plateforme ou les plateformes, et puis aussi fait un travail de conception un peu en dehors du gouvernement, même si on avait des financements par rapport à ces plateformes. Et donc ici, il nous a semblé intéressant d'associer très tôt les cadres, mais aussi l'institution à la conception de la plateforme et aux usages. Alors, ce qui n'est pas toujours facile parce que, mais si on prend le risque de faire une plateforme très sophistiquée, analyse du travail à partir de nos présupposés, sans qu'il y ait de contact, de compréhension de ce type de travail et de ce type de ressources, on peut passer complètement à côté et notre ressource peut vraiment servir à pas grand-chose ou en tout cas avoir très peu d'impact sur les formations. Elle peut être rejetée. Nous avons eu comme ceci des exemples assez marquants avec un gouvernement dans l'enseignement supérieur et de la recherche qui nous finance sur le supérieur et qui aurait voulu qu'on montre la diversité des pratiques euh, qui seraient variées et très différentes du cours magistral. Malheureusement, en France, pour nous, le cours magistral en amphithéâtre, ça reste encore 70% des pratiques avant Covid, hein, avant le confinement. Et que c'était quelque chose qui était massif et que tous les enseignants de tout début de cursus passaient par ces cours magistraux. Et il nous semblait que la priorité pour nous, c'était de montrer comment on pouvait transformer le cours magistral et prendre au sérieux le temps d'observer les activités, les configurations, les convergences et divergences dans ces activités-là. Alors que pour le gouvernement, ce n'était pas intéressant parce qu'il fallait déplacer la focale et orienter la formation vers d'autres pratiques. Donc là, vous voyez qu'il peut y avoir des tensions parfois entre nos intentions et l'usage, ou en tout cas l'orientation qui pourrait être en tout cas proposée ou en tout cas suggérée par le gouvernement. Donc cette situation de travail ici, cette nouvelle plateforme, très rapidement, nous avons associé les cadres qui sont volontaires. Nous avons ici 5 inspecteurs débutants et chefs d'établissement débutants que nous avons filmés au fur et à mesure de leur activité professionnelle, parfois sur une journée, pour comprendre la diversité des pratiques, la diversité des activités, de tensions, etc. Et finalement, nous les avons très tôt associés pour qu'ils puissent mettre en place des confrontations à ces vidéos, pour qu'ils puissent analyser avec nous ces vidéos. Nous avons également sensibilisé, approché un cercle d'eux, qui sont les formateurs potentiels des formations de cadres, pour très tôt les sensibiliser aux analyses du travail, à l'usage des vidéos en formation, puisque c'est absolument pas leur culture et que la culture en France sur la formation des pilotes est très prescriptive à partir des prescriptions, des lois et d'un certain nombre d'éléments qui sont du registre de ce qu'il faut faire et des connaissances qu'il faut avoir pour pouvoir être pilote, sans jamais parler des activités. Et puis aussi, un troisième cercle, qui est cette fois-ci la formation nationale académique, où on est directement avec l'École supérieure de formation des cadres pour les sensibiliser assez tôt à cette nouvelle culture de la vidéoformation à partir d'études de cas où on va pouvoir montrer des professionnels en apprentissage de leur propre métier. Alors, si je reviens quelques instants finalement sur ces trois ambassadeurs, et nous allons presque pouvoir finir cette présentation, ce jeune professeur, j'ai mis en titre «Ouvrir et encourager de nouvelles trajectoires empruntables par d'autres». C'est ouvrir des trajectoires, c'est dans une perspective ici d'ouverture des possibles. Je les mets directement au travail le plus tôt possible en éliminant tout le protocole. Ça pose plein de questions sur les normes,
Est-ce qu'une norme n'est pas, est-ce qu'on peut franchir une norme? Est-ce que des enseignants débutants peuvent, accepter comme ceci de dépasser ou de s'écarter des prescriptions? Ça pose la question également de la réinterrogation de ses propres dispositions à agir, très conservatrices en France, avec une forme de schéma traditionnel d'accueil des élèves, d'attente du silence pour commencer à travailler, alors que finalement, les conditions favorables à la mise au travail n'existent jamais dans ce genre de situation. Et qu'il faut au contraire précipiter le travail, il faut inverser les choses. Il faut que le travail soit l'antécédent et que finalement l'ordre dans la classe et l'ambiance de travail deviennent la conséquence même de la mise au travail. Et donc là, il y a des transformations culturelles qui sont importantes à franchir. Et il me faut parfois une journée, alors peut-être que je suis un mauvais formateur, pour arriver à convaincre des enseignants débutants de se détourner de leur prison conceptuelle, de leur prison oui, conceptuelle ou perceptive. Et donc ici, je crois que de comprendre la transformation des couplages de Romain et de comprendre ce qui oriente son activité, quelles sont ses préoccupations et quels sont les éléments perceptifs qu'il saisit dans la situation pour saisir avec opportunité les conditions favorables au travail, c'est vraiment une transformation de son monde phénoménal et qu'en formation, on peut travailler avec des étudiants ou avec des professeurs débutants pour qu'ils progressivement transforment leur perception et transforment leur monde phénoménal dans ces situations-là. Mais ça demande du temps et c'est en tout cas un travail qui est difficile. On voit ici cet universitaire qui dit, c'est la première fois et c'est assez étonnant, vous voyez, de voir sa façon d'être ici. Je conduis une enquête sur les connaissances des étudiants, je monte dans les gradins. C'est se défaire aussi d'un conservatisme culturel, c'est encourager de nouvelles activités, mais c'est aussi une ouverture des possibles totale pour lui. Et ce qui est intéressant, c'est que son activité, elle n'est pas si exemplaire que ça. C'est-à-dire, beaucoup d'universitaires, voyant ce collègue, disent oh, finalement, ce qu'il fait, c'est quand même assez débutant, c'est assez maladroit. Et en fait, je pense que je peux faire mieux que lui, finalement. Donc, c'est, vous voyez, entre les très bonnes pratiques excellentes et puis ce collègue qui se jette à l'eau et qui accepte avec humilité de dire ses difficultés, avec ses nouvelles découvertes, etc., ça peut générer une envie et ça peut en tout cas déculpabiliser les enseignants qui vont se retrouver assez proches de ce collègue et capables potentiellement de faire aussi bien que lui. Et puis, cette troisième, je reviens donc sur ma troisième ambassadrice, hein, ici, qui dit j'essaie de construire ma nouvelle légitimité sans faire preuve d'autorité. Et ce qui est intéressant dans tout le corpus de ces nouveaux cadres, c'est vraiment de repérer des dilemmes ou des tensions qui sont dans leurs activités. Alors, bien sûr que l'analyse du signe hexadique, la possibilité de repérer ce qui se joue dans cette activité, permet de voir oui, une recherche de proximité, une recherche de distance dans la façon d'être dans cette nouvelle situation de pilote, d'appliquer le prescrit ou au contraire d'aménager le prescrit, en tout cas les règles institutionnelles, de contrôler ses équipes, au contraire de faire confiance aux équipes, de s'engager sans compter dans les situations ou au contraire de s'économiser pour durer dans le métier ou durer dans l'activité. Et donc en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ces débutants vivent ces tensions de manière automatique, implicite, sans pouvoir prendre le temps de s'accorder du temps pour comprendre ce qui se joue. Et tout le travail qu'on a pu faire avec ces différents moments de débriefing avec eux ont permis de mettre en avant ces tensions, de repérer que ces tensions ne sont pas personnelles mais liées à l'activité et qu'elles sont très souvent partagées et qu'en fait ces tensions, elles émergent dans l'action, elles guident l'action et elles peuvent être des matériaux ou des ressources très pertinentes en formation pour comprendre comment se jouent les équilibres dans la situation, quels sont les compromis que se donnent les cadres et comment on peut imaginer infléchir l'équilibre dans leur activité, nouvelles activités sur lequel, et je trouve que pour les trois ici, ces débutants en voie de construction, avec, il y a de la plasticité, il y a de l'instabilité, certes, c'est pas forcément sécurisant, mais c'est un moment riche en apprentissage. Il me semble que ce sont des morceaux précieux. En tout cas, nous avons essayé de démontrer depuis quelques années que ce sont des ressources précieuses pour la formation d'autres débutants
dans différents métiers. Et bien sûr qu'on pourrait aussi faire des analyses avec d'autres métiers en dehors du système éducatif, éventuellement croiser pour qu'un débutant regarde le métier d'un cadre ou éventuellement d'un universitaire. Voilà, excusez-moi pour cette photo qui n'a rien à faire ici. C'est donc une approche qui est ethnographique, qui essaye de pas trop perturber, en tout cas, les situations scolaires. Je voudrais conclure sur ces 3 mots. Donc ce potentiel que nous continuons d'éprouver, de construire à l'Institut français de l'éducation, avec bien sûr, des ressources en ligne, mais de plus en plus une culture dans les établissements où on essaye de créer des vidéos labs. Et je sais que Valérie Lucie Boreur, hein, qui est également sur Genève, travaille sur ces approches-là, où on est de plus en plus sur des vidéos labs implantés dans les établissements pour favoriser du développement professionnel en formation continue, hein, oui, tout au long de la carrière. Donc ça oblige, hein, je l'ai aussi dit plusieurs fois, à réinterroger la culture de l'accompagnement avec des chartes éthiques, avec des méthodologies qui sont plus forcément des méthodologies destinées ou uniquement à usage de chercheurs, mais avec des outils qui sont de plus en plus utilisés par les praticiens eux-mêmes et qui vont pouvoir gagner en autonomie avec des outils hein, utiles, utilisables, acceptables par rapport au droit à l'image. Mais là aussi, il y a une transformation et je trouve que depuis une dizaine d'années, les transformations ont été très, très marquées en France, avec bien sûr des moments de ralentissement, mais en tout cas, je trouve on a quand même beaucoup avancé sur ces questions-là. Et puis, également cette question de la renormalisation, hein, et puis des nouvelles pratiques, hein, et je trouve que dans la situation même de confinement, je trouve qu'il y a des émergences de nouvelles professionnalités enseignantes. Je ne vais pas développer ça ici, mais il y a des activités qui semblent être complètement empêchées dans la situation que nous avons vécue, ligotées, mais d'autres qui en ont fait des bacs à sable expérientiels, vous voyez, pour faire des nouvelles expérimentations. Et c'est vrai que là, il y a des écarts assez importants. Il sera assez aussi important de pouvoir mettre au travail le travail dans des collectifs pour pouvoir recréer des unités parfois, lorsque le métier d'enseignant est très fragilisé. Je ne reviendrai pas longtemps hein, sur cette notion de pratique ordinaire ou intermédiaire, complémentairement aux très bonnes pratiques. Et là aussi, sur le confinement, nous avons vu des pratiques numériques très agiles, très efficaces, qui interrogent, qui ne sont pas directement essaimables, ou en tout cas appropriables par d'autres. Comment faire en sorte que l'expertise puisse être au service de tous? Ce sont des problématiques aussi qui m'intéressent particulièrement. Je termine, donc nous avons un certain nombre, je vous donnerai ces références-là sur mon diaporama, des publications qui correspondent à des thèses ou à des revues sur les effets, en tout cas, de ce programme qui a maintenant une dizaine d'années. Et puis, juste pour finir, puisque je parlais tout à l'heure d'établissements, d'interface, nous avons aussi un certain nombre de publications qui sont plutôt adressées aux professionnels. Et je mettrai ici l'accent sur l'EduBref que vous voyez ici, qui est téléchargeable. Vous avez en tout cas Clémence Jacques à gauche, en tout cas sur mon écran, qui participe aujourd'hui à cette manifestation internationale et qui, avec nous, travaille sur ces questions de vidéo-formation, de communauté d'apprentissage professionnel dans les établissements, pour qu'on puisse mettre en place ces workplace learning, en tout cas ces lieux où on va travailler sur le travail, bien sûr avec l'épistémologie, analyse du travail au sens générique et pas simplement cours d'action ou inaction. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été patient et j'espère que nous allons avoir des questions.